La libération du nord du Mali continue à un rythme soutenu. Hier soir, c'est la ville de Hambori qui a été libérée par notre armée et ses alliés. Sur place, les populations n'ont pas caché leur joie d'être enfin débarrassées des terroristes qui ont fui avant l'arrivée de nos troupes. Nous écouterons au téléphone un habitant. Vous le savez, en temps de guerre, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus meurtris et ceux de nos régions du Nord n'ont pas fait exception. Dans ce journal, nous entendrons des témoignages poignants d'un enfant soldat d'à peine 16 ans et de quelques femmes victimes des exactions commises par les terroristes. La CAN 2013 se poursuit en Afrique du Sud au moment où l'on enregistre une défection dans l'équipe du Mali. Sambou Yatabaré, le milieu de terrain des Aigles, a décidé de quitter ses coéquipiers pour, dit-il, un manque de considération à son égard. Il se plaindrait de son statut de remplaçant. Et puis, invité du journal, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Avec Mamadou Namori Traoré, nous échangerons sur le projet de feuille de route du gouvernement adopté ce vendredi en session extraordinaire par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est donc réuni en session extraordinaire ce vendredi 25 janvier dans la salle de délibération du palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Djankouna Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté le projet de feuille de route pour la transition politique. Avec Ibrahima Djambélé, nous allons découvrir ce projet de feuille de route. Ibrahima Djambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndé, tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres a donc adopté le projet de feuille de route de la transition politique. Depuis le 17 janvier 2012, notre pays subit des attaques armées par des groupes terroristes et indépendantistes. Cette situation aboutit à des événements qui ont entraîné la rupture de l'ordre constitutionnel et l'occupation des 2/3 du territoire national. Sous la pression de la communauté internationale et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Comité national pour le redressement de la démocratie et de la restauration de l'État a signé l'accord cadre du 6 avril 2012 qui prévoit entre autres la mise en place des organes de la transition. Ainsi, le président de la République par intérim et le gouvernement d'union nationale ont été investis et les missions à réaliser au cours de la période transitoire. La présente feuille de route sert de cadre de référence à l'action gouvernementale pour cette période. Elle a été élaborée sur la base d'un processus participatif impliquant les forces vives de la nation et les organisations de la société civile. Elle est articulée autour de deux missions essentielles: le rétablissement de l'intégrité du territoire national, l'organisation d'élections libres et transparentes. Dans le cadre du rétablissement de l'intégrité du territoire national, le gouvernement poursuit les objectifs suivants: la libération des zones sous contrôle des groupes armés avec d'autres forces militaires bilatérales, régionales ou internationales, la mise en place d'un dispositif de défense et de sécurité permettant d'assurer la paix et la sécurité et la quiétude, la restructuration de l'armée, la formation du personnel militaire et la mise à niveau des équipements, l'organisation des discussions armées qui ne mettent en cause ni la laïcité ni l'intégrité territoriale, l'organisation du retour de l'administration dans les zones occupées, le retour volontaire des réfugiés et déplacés des régions du Nord et la prise en charge de leur insertion sociale, l'organisation de dialogue intercommunautaire, la lutte contre l'impunité, la mise en place d'une commission nationale de dialogue et de réconciliation. Dans le cadre de l'organisation d'élections libres et transparentes, le gouvernement poursuit les objectifs suivants: la transparence, la crédibilité et la participation des électeurs aux prochaines élections présidentielles et législatives sur toute l'étendue du territoire national, la neutralité des organes de la transition qui écarte le président de la République par intérim, le Premier ministre et les membres du gouvernement des élections présidentielles et législatives, l'adoption de textes relatifs au régime général des élections, à la communication audiovisuelle, au régime de la presse, à la répartition équitable du temps d'antenne et au statut des partis de l'opposition et du chef du principal parti de l'opposition, la recomposition de la CNIE. L'établissement du fichier biométrique et des cartes d'électeurs, l'établissement d'un chronogramme
indicatifs. Outre la réalisation de ces deux missions, le gouvernement mettra en œuvre les actions appropriées pour atteindre les objectifs suivants. L'instauration définitive de la paix dans le Nord et de la sécurité sur l'ensemble du territoire, la préservation de la paix sociale, le redémarrage de l'économie, la consolidation de l'état de droit et la protection des droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants victimes de violences, le rétablissement de la coopération au développement, la lutte contre la corruption, la réhabilitation des régions du Nord et l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans le Nord, la sauvegarde de la cohésion nationale. Le financement de la feuille de route est assuré par le budget d'État 2013 à hauteur de 112 milliards et par les appuis extérieurs des Sissoko. Merci Ibrahima Diombélé. C'était là donc le contenu du projet de feuille de route du gouvernement adopté cet après-midi en session extraordinaire du Conseil des ministres. Alors, pour mieux comprendre cette feuille de route, nous recevons sur notre plateau notre invité du jour, en la personne de Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Monsieur Mamadou Namori Traoré. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Mme Sissoko. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour mieux éclairer la population sur ce projet de feuille de route du gouvernement. Alors, nous avons écouté tout à l'heure l'intégralité du projet, mais quelles sont les grandes lignes de cette feuille de route? Les grandes lignes de cette feuille de route ont été déjà rappelées par M. Sissoko, M. Diombélé, excusez-moi, pardon. M. Diombélé, dans la lecture du communiqué. En fait, le gouvernement dit dans cette feuille de route ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour arriver à atteindre les objectifs fixés à la transition. À savoir, restaurer l'intégrité territoriale du pays et organiser des élections libres, transparentes, équitables. C'est important que le gouvernement mette sur papier, dise cela et informe l'opinion publique nationale d'abord, parce que c'est important que le gouvernement dise ce qu'il va faire, parce que après, il faut que ce gouvernement rende des comptes. Tout à fait. Ensuite, les partenaires au développement qui veulent aider ce gouvernement à réussir la transition ont besoin de savoir ce que ce gouvernement fait et est en train de faire. Donc, comme il l'a rappelé, il y a les deux missions majeures de la transition, à savoir restaurer l'intégrité du pays, organiser des élections. Restaurer l'intégrité du pays, cela a commencé déjà. C'est en cours. C'est en cours. Ça nous a pratiquement été imposé par les événements. La guerre est en cours. Nous espérons la gagner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. D'accord. Alors, pour résumer, évidemment, donc les deux grandes lignes, c'est bien sûr l'intégrité, le recouvrement de l'intégrité territoriale et bien sûr l'organisation d'élections libres et transparentes. Alors, quel a été le processus justement d'élaboration de cette feuille de route? Est-ce que tout le monde y a participé? Alors, effectivement, il y avait une commission nationale d'organisation des concertations qui était en place. Et qui avait une sous-commission thématique qui était chargée de l'élaboration de cette feuille de route. J'ai moi-même participé aux travaux de cette commission, mais à la fin, puisque les concertations ne se tenaient pas, le gouvernement donc ne pouvait pas rester sans dire concrètement ce qu'il va faire. Tout à fait, parce que cette feuille de route devait justement sortir des concertations nationales. Absolument. Donc, en fait, ce que le gouvernement a fait, c'est que on a travaillé avec les membres de cette commission, mais en même temps, on a mis sur papier cette feuille de route. Mais par la suite, puisque les concertations ne se tenaient pas, pour d'autres raisons que la feuille de route, le gouvernement a décidé de concerter l'ensemble des forces vives de la nation. Donc, l'avant-projet du document a été envoyé à tous les regroupements politiques, à toutes les associations, à tous ceux qu'on peut mettre sous le vocable force vive de la nation. D'accord, donc tout le monde y a participé. Tous ont participé, tous ont reçu la feuille de route, et tous ceux qui ont voulu donner des commentaires, des suggestions, l'ont fait. Et je dois dire, la quasi-totalité l'ont fait.
D'accord. Alors, nous savons que la communauté internationale avait évidemment demandé cette feuille de route au gouvernement, mais en quoi est-elle déterminante dans le processus de sortie de crise et surtout en quoi est-elle déterminante dans la reprise de la coopération internationale? Pour aider quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait. Tout à fait. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas aider quelqu'un s'il ne vous dit pas ce qu'il a envie de faire. Et surtout s'il ne vous dit pas comment il compte faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, c'est tout simple. Cette feuille de route est attendue par tout le monde. D'abord, l'opinion malienne. Les Maliens attendent aussi cette feuille de route. Maintenant, les partenaires, oui, forcément, il faut qu'ils sachent comment ce gouvernement va s'y prendre pour arriver à remplir les objectifs qui lui ont été assignés. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette feuille de route. Et une fois que cette feuille de route rencontre l'adhésion des partenaires, bon, naturellement, la coopération va être rétablie. Puisque ça veut dire que les objectifs sont partagés, et par nous, et par eux. Voilà, comme ça, les partenaires savent exactement ce que l'on fait. Exactement. Alors, vous avez adopté le projet de feuille de route. Elle doit être évidemment validée par l'Assemblée nationale qui a été convoquée en session extraordinaire. Quelle va être la suite, Monsieur le ministre? Bien, donc le Premier ministre présentera la feuille de route à l'Assemblée nationale qui est convoquée en session extraordinaire, je pense. À partir de ce soir. À partir de ce soir, pour le mardi, donc la session plénière de l'Assemblée nationale, d'après ce que j'en sais, se tiendra mardi. Et jour suivant, s'il y a lieu, mais je pense que ça va prendre uniquement la journée de mardi. Donc le Premier ministre fera une présentation de la feuille de route, il y aura débat, et puis il y aura vote. Voilà. Les députés vont voter, j'espère, en faveur de la feuille de route du gouvernement. Et après, on y va. Après, on y va. La feuille de route est là, la route est tracée, et on prend la route. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle évidemment que le projet de feuille de route du gouvernement a été adopté cet après-midi en session extraordinaire par le Conseil des ministres. Et justement, à ce sujet, le président de la République a décrété, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012, portant nomination du Premier ministre, donc à la demande du Premier ministre, le président de la République décrète. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire à partir de ce vendredi 25 janvier sur l'ordre du jour suivant. Examen du projet de feuille de route pour la transition politique. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Nous poursuivons ce journal. La libération du nord du Mali continue à un rythme soutenu. La nouvelle est tombée hier soir. La ville de Hambori a été libérée des griffes des terroristes qui martyrisaient les populations depuis des mois. L'armée malienne y est entrée hier vers 18h, appuyée par les troupes françaises, et y a rencontré un accueil très chaleureux. Visiblement, les occupants avaient déjà vidé les lieux puisqu'il n'y a pas eu de combat. Pour en savoir plus, nous avons joint au téléphone M. Aboubakar Maïga, un habitant de Hambori, qui nous donne la situation dans la ville. Les propos sont recueillis par Thiessira Dambeli. La situation à Hambori, c'est de l'ambiance. Tout le monde est sorti, la population entière, tout le monde est au bord de Guidra avec des drapeaux français et maliens en main. La population crie, tout le monde parle Mali, Mali, il y a un monde qui est sorti. Bon, ça veut dire qu'on a tiré dans la souffrance, nous avons tiré dans la galère, tout le monde était isolé, tout le monde était écarté. Donc c'est là, du fait que la population a vu l'armée malienne, tout le monde est content. Tout le monde est content. Hambori a été libéré. Est-ce qu'il y a eu des combats à Hambori? Il y a eu des militaires qui ont passé par des avions un peu dans les brousses et les hameaux de Hambori où il y a eu quelques frappes. À Hambori, ça va, la population aujourd'hui est très contente. Tout le monde crie Mali, Mali. On a essayé même de rencontrer les militaires pour les amener. C'est les autorités locaux, les autorités qui sont là, les autorités coutumières pour les accueillir. Bon, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils vont faire des patrouilles pour le moment dans des brousses. Donc Hambori était aussi sous occupation des islamistes. Ils ont dû imposer de nouvelles habitudes là-bas. Oui, Hambori était occupé par des islamistes. Ils étaient occupés par des islamistes. Auparavant, c'était MLLA. Mais MLLA est parti, c'était des islamistes qui nous dirigeaient. Ils font tout ici. On frappait les gens avec des fouillés, on brûlait les tabacs, on prenait des cigarettes. Les femmes, on les frappait.
on faisait tout. Donc tout le monde était isolé. Mais est-ce qu'aujourd'hui à Ombori, on peut déjà prendre son thé à la porte, causer? Aujourd'hui à Ombori, tout est tranquille, tout le monde est content, même des vieilles, des vieux, personne, tout le monde est content. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde dort tranquille. Ils sont arrivés ici à 18h. L'armée est rentrée ici par une surprise. Ils sont venus, d'habitude, c'est des avions qui venaient bombarder. Bon, les avions ne sont pas là. Aujourd'hui, on a vu 4 véhicules qui sont venus. Voilà, c'est la joie à Ombori. Vous le savez, les terroristes ont pour habitude d'enrôler des enfants de gré ou de force à leur côté, des enfants soldats qui ne savent pas toujours dans quoi ils mettent les pieds. C'est le cas du jeune Adama Drabo, âgé d'à peine 16 ans, natif de Ndebougou, c'est à Nyono. Il a été enrôlé de force comme tant d'autres. Nos envoyés spéciaux Aïlou Touré et Moussa Arimaïga ont pu le rencontrer. Ne tɔgɔ Adama Drabo, ne bɛ bɔ Ɲɔnɔ Ndemugu, ne bɛ san 16, ne b'o de la. Ne tun bɔra n bɛ taa wari ɲini na, tiɲɛna ne tun bɛ mujahidi mɔgɔ fɛ, Mali surasiw tun ye ne minɛ, tiɲɛna o tun bɛna ne fa, tiɲɛna o ma ne fa bilen. On les appelle les enfants soldats et en voilà un enrôlé de force par les djihadistes et terroristes à Douanza contre notre pays. Ce natif de Nyono, en initiation, pris par l'armée à Douanza, servait comme cuisinier auprès des djihadistes et islamistes. Son rôle, assurer la restauration et le ravitaillement des djihadistes au front. En attendant la remise à lui de son arme de guerre, voilà un des aspects de l'identification, le vestimentaire. Kana ulu da ama yulu da ama nga dugu jele ya fa nyana ko an ga do an yɛrɛ fin dɔ ninnu bɔ k'olu bila an ka sake kɔnɔ ka sɔrɔ ka ninnu don yana ni ɲɔgɔnna t'u bɛɛ bolo minnu min fɛn na yen nɔ ni ɲɔgɔnna bɛ dɔw bolo mais dɔw ka fini ɲɔgɔnna o ye ni ɲɔgɔnna tom lama ye maya o y'o ɲɔgɔnna tom lama ye mutotigi dɔ de taara ni Douanza dɔ sina ka o kun ka ca dɔ sina k'an tɛmɛtɔla ye ten nɔ ko yala k'an bɛ taa mini an ko an bɛ taa baara ɲini dugu kɔnɔna na ko sana an ka taa baara ɲini dugu kɔnɔ ye k'an ka na olu fɛ u k'an ta tobili la ko hali n'a kɛra kalo sara u bɛ dɔɔni di an ma ne yɛrɛ ɲɛfɔntɔ kelen ɲɛna n ko tiɲɛna tobili kɔni tɛ baara gɛlɛn ale yɛrɛ kun sigara yɛrɛ a ko ko kɔni k'u tɛ fɛn k'an na kɔni an tora o kuma na cɛ mun y'an wele ka taa a ko tiɲɛna k'olu tɛ foyi k'an na ko ni kalo sara kɔni ko a bɛ se ka wari dɔ d'a ma an tora yen nɔ an ye tile damadamani kɛ yen nɔ an tun bɛ to ka tobili kɛ ni dumuni mɔna dɔw tun pɔso la tile fɛ an tun bɛ to ka taa dumuni di olu ma yen nɔ kɛlen mun kɛ fo kɔfɛ tuguni mobili 5 de tun bɛ yen nɔ o kɔfɛ o mobili 5 in fana wulila mobili 5 in wulilen mun kɛ olu fana taara k'olu bɛ taa tɔ ninnu nɔfɛ olu fana taara sa tɔ tora anw ye kuru kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ fɛngana pɔsu la u ye fini ninnu da an ma mun kɛ u taatɔla u ko yala ko an bɛ se marifa ci la ne ko tiɲɛna an kɔni ma deli ka marifa ci k'an tɛ se marifa ci la an ko tiɲɛna an ma deli ka marifa ci ko n'u taara ko n'u nana k'u b'a lajɛ ko n'an bɛ se k'u b'an dege marifa la. Sauvé comme il dit, c'est avec regret et remords qu'il raconte ce qu'il a vécu. Et pour l'instant, dans sa bouche, 2 messages. Retrouver d'abord ses parents à Nyono et alerter les enfants du Mali. Ne kɔni bɛ mun fɔ denmisɛnninw ɲɛna tiɲɛna u k'u yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ a bɛ kɛ baara ye parce que ni mɔgɔ minnu donnen filɛ yan nɔ tan nɔ tiɲɛna ne yɛrɛ m'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn de fɔ ne kɔni bɔra na ne b'a la tanu yɛrɛ de k'a la barikada parce que ayi n tɛ don a la bilen dɛ. Et pour les forces de sécurité à Sévaré, il s'agit par cet exemple d'interpeller les parents à la vigilance. Les inquiétudes vont plutôt en direction des parents qui remettent leurs enfants pour l'école coranique. Au fait, à partir de leur village, ils sont des élèves coraniques, mais quand ils viennent à Sévaré, on les détourne et on les enrôle de force dans l'armée par les islamistes. Donc il faut que les parents soient extrêmement prudents, savoir à qui remettre leurs enfants pour l'école coranique. En attendant, ce cuisinier spécial est très bien traité par les forces armées de sécurité en poste à Mopti et à Sévaré et gardé, comme on dit ici, en langage militaire pour sa propre sécurité.
Et oui, c'est triste. Après les enfants, intéressons-nous au cas des femmes qui ont été, elles aussi, victimes des terroristes dans le Nord et ont été les plus meurtries. Elles ont été, entre autres, violées et humiliées, souvent devant leur époux. Quelques-unes d'entre elles témoignent. Suivant. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes est née en même temps que l'ouverture démocratique malienne. 22 ans après, avec sa fondatrice, elle est en première ligne pour accueillir, écouter et orienter les femmes qui ont fui les exactions des islamistes au nord. Ma voisine, c'est 3 filles. Aucune d'elles n'a encore 16 ans. Et on les a amenées de 20h jusqu'à 4h du matin pour les violer. Les viols collectifs, les mariages forcés perpétrés au nom de l'islam révoltent Fatoumata Siré-Diakité. La loi islamique dit quand un homme marie une femme ou tu maries plusieurs, tu peux te marier jusqu'à 4. Mais il n'est jamais dit qu'un homme marie une femme et plusieurs hommes passent. Il n'y a pas ça. Ça, c'est interdit parce que ça, c'est le viol. On a subi toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de marginalisations, tout ce que vous pouvez imaginer comme violente faites sur les femmes, on l'a subi à Gao. Pour qu'il n'y ait pas d'impunité, ils ont besoin d'appui politique pour que les personnes qui ont commis ces viols-là soient identifiées et traduites en justice. Les militants de la PDF de la région de Tombouctou témoignent également de crimes sexuels, d'une violence inouïe. Ils ont braqué l'arme sur le mari et ils ont dit au mari, assois-toi, voir ce qu'on va faire pour ta femme. Et les 3 hommes ont violé la femme devant le mari. Et jusqu'à nos jours, le mari ne part pas. Voilà, Ambori a été libéré hier. La libération totale de notre territoire, c'est pour très bientôt. Et puis, ces messages de soutien en faveur de nos forces armées et leurs alliés, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF et l'Association des jeunes ingénieurs du Mali félicitent nos troupes pour leur engagement sur le terrain et saluent la détermination des pays amis aux côtés du Mali pour chasser les terroristes. Double audience à la résidence du président de la République par intérim. Le professeur Djankouna Traoré a successivement reçu les familles fondatrices de Bamako et M. Seydina Ailou Diallo, opérateur minier à Caille. Dans les 2 cas, les visiteurs ont fait respectivement une contribution à l'effort de guerre d'1 million et de 20 millions de francs CFA. Le président, en retour, les a donc remerciés pour ces gestes patriotiques. Le compte-rendu des audiences, c'est avec Adama Djimidi. Les représentants des familles fondatrices de Bamako sont les premières à être reçus par le président de la République par intérim, le professeur Djankouna Traoré. Les Niaré, Touré et Dravé ont félicité et encouragé le président Traoré par rapport à toutes les initiatives entreprises pour la reconquête du pays. Ils en ont profité pour faire une contribution d'1 million de francs CFA à l'effort de guerre. Nous sommes une délégation des familles fondatrices. Nous sommes venus à la résidence ce soir pour rendre visite au président de la République, pour apporter une autre contribution à l'effort de guerre. Nous continuons et nous avons toujours fait des bénédictions pour le pays. Seydina Oumar Diallo, opérateur minier à Caille, est la 2e personne à être reçue. Selon M. Diallo, il est venu répondre à l'appel du président s'agissant de la participation de tous les Maliens pour la libération des zones occupées. Je suis venu répondre à son appel en tant que minier et sous-traitant pour donner notre effort de guerre dans ces moments difficiles. Le montant de la contribution est de 20 millions. La SFTP aussi est un groupe. Donc vraiment ça c'est notre première contribution et Inch'Allah il y aura d'autres. Dans les 2 cas, Djankouna a tenu à les remercier pour leurs gestes combien patriotiques au moment où le pays a tant besoin. Le président de la République par intérim quitte Bamako demain pour Addis Abeba en Éthiopie. Il participera au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et à la conférence des donateurs de fonds en faveur du Mali. À l'occasion de ce départ, demain samedi 26 janvier, le protocole de la République convoque à 10h les membres de la délégation présidentielle, les membres des corps constitués désignés à 10h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 11h.
En plus du traumatisme infligé aux personnes, les terroristes ont également causé des dégâts dans la zone de production de l'Office du Niger. Si fort heureusement la production en cours de la campagne agricole n'est pas compromise, des préjudices ont été causés aux locaux administratifs. Le président directeur général de l'Office du Niger était ce vendredi à Diabali pour faire le constat de Ségou, la correspondance de Kandesila. Diabali, ce village de Nyono qui a polarisé l'actualité est avant tout une zone de production de l'Office du Niger. Chef-lieu de la zone de Kouroumari, le village de Diabali occupe une place de choix dans le dispositif alimentaire de notre pays. Rien que pour cette année, près de 126 000 tonnes de riz sont attendues dans la zone. Il s'agit à travers cette visite du président directeur général de l'Office du Niger et de ses responsables techniques de faire un état de lieu après l'envahissement du village par les forces rebelles. Les constats, les activités reprennent leur cours normal. Petit commerce, les activités post-récolte. Même si de façon générale, la production n'est pas affectée par la crise, force est de constater que les locaux de l'office, précédemment tenus par les envahisseurs et actuellement occupés par nos forces armées et de sécurité, ont subi d'énormes préjudices. La zone a été totalement libérée et les activités de production agricole ont redémarré. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, concernant l'administration de l'Office Niger, comme je l'ai dit tantôt, toutes les dispositions seront prises pour que, dans un très très bref délai, les locaux puissent être mis en état et que les équipements minimums nécessaires soient mis à la disposition de la zone. Le président directeur général de l'Office du Niger a mis cette visite à profit pour remettre au nom de sa structure une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA, un bœuf et 500 kg de riz aux éléments des forces armées et de sécurité stationnés dans la localité. Nous savons de par ce geste que la population malienne est en train de soutenir l'armée malienne et surtout particulièrement l'Office du Niger, avec qui nous avons eu de très bonnes collaborations. Une visite guidée a permis de mesurer les émotions intenses de ces journées d'occupation par les forces rebelles. Toujours en vue de la libération de notre territoire, la Côte d'Ivoire prévoit d'envoyer 500 soldats pour appuyer l'armée malienne. Son ambassadeur au Mali, Samuel Ouattara, l'a confirmé ce matin au président de l'Assemblée nationale par intérim au cours d'une audience. Entre les deux personnalités, les échanges ont également porté sur les dernières évolutions sur le terrain. Bourama Traoré. Ce n'est pas une audience de plus, mais une confirmation du soutien de la Côte d'Ivoire au Mali dans la résolution de la crise sécuritaire. L'entrevue entre l'ambassadeur ivoirien et le président de l'Assemblée nationale par intérim a duré une trentaine de minutes, au terme desquelles les assurances du diplomate ivoirien. Il est de bon temps pour deux peuples frères que sont le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple du Mali, que nous puissions, par l'entremise des autorités de ce pays, transmettre notre solidarité, notre amitié, notre fraternité en ces moments difficiles. L'ambassadeur ivoirien l'a confirmé au cours de cette audience avec le président Younessi Touré. Son pays va envoyer 500 soldats au Mali dans le cadre de la guerre contre les djihadistes. Cet appui à l'armée malienne ne surprend pas. Il s'agit d'un soutien dans le sens de renforcement des relations fraternelles qui nous lient depuis si longtemps. Cette action continue jusqu'à la libération totale du territoire malien. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire est reçu à l'Assemblée nationale au moment où l'armée et ses alliés poursuivent leur offensive au nord du Mali. Sur un tout autre sujet, rentrée solennelle 2012-2013, des centres de formation professionnelle. La cérémonie a eu lieu ce matin au centre de formation professionnelle de Missabougou, c'est en commune 6. Elle était placée sous la présidence de Madame le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, ayant à ses côtés celui de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Nando Dambélé, reportage. Initialement prévue à Yanfolila, cette cérémonie a été ramenée au centre de Missabougou à cause du contexte actuel du pays. Elle a été mise à profit par le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali pour rappeler quelques évolutions enregistrées dans le cadre de la formation professionnelle par apprentissage de type duel depuis 2 décennies. Aujourd'hui,
Environ 70 organisations professionnelles d'artisans participent à la formation professionnelle par apprentissage à travers tout le pays, contre une seule organisation professionnelle en 1994. S'agissant des corps de métier développés, ils ont évolué d'un corps de métier en 1994 à 12 corps de métier en 2013. Deuxième du genre, la rentrée des formations des centres de formation s'inscrit dans la dynamique enclenchée visant à rénover et à structurer le sous-secteur de la formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle à côté du ministère doivent observer ou disons doivent opérer le changement de paradigme dans ce domaine combien stratégique et important. Très solennelle, la rentrée 2012-2013 témoigne tout l'intérêt que les plus hautes autorités attachent à la formation professionnelle par apprentissage des types duels au Mali. L'adoption de la politique nationale de formation professionnelle et de son plan d'action, le programme décennal de développement de la formation professionnelle PRODEFPE constitue, n'en point douter, les étapes importantes vers la construction d'un système national de formation crédible et répondant aux besoins en ressources humaines de notre pays. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée du centre de Missabougou qui regroupe plusieurs ateliers. Et sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Messaoud Ould Mohamed Labib, a visité ce vendredi 25 janvier la direction des finances et du matériel et la direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, deux structures relevant de son département. Le professeur Messaoud a essentiellement insisté sur le respect strict de la réglementation en vigueur, l'amélioration des conditions de travail des agents, la promotion et le développement de la recherche scientifique et technologique à travers notamment la dynamisation du fonds compétitif pour la recherche scientifique et l'innovation. La première dame est rentrée aujourd'hui du Niger, à Niamey. Elle a rencontré la communauté malienne. C'était à l'ambassade du Mali à Niamey, accompagnée par la première dame du Niger, Madame Traoré. Mintou Doucouré a non seulement apporté un message de soutien et de compassion du président et du peuple malien, mais aussi et surtout plein de cadeaux pour les réfugiés maliens. Retrouvons nos envoyés spéciaux Demawan et Nyanya Alou Traoré. C'est une première dame de cœur qui a rencontré en ce mercredi les Maliens vivant au Niger. L'épouse du chef de l'État a écouté, observé et parlé avec chaque représentant d'association afin de s'imprégner des réalités de leur quotidien. Le sort des réfugiés maliens au cœur de la rencontre. C'est avec le cœur meurtri que je vous rencontre aujourd'hui pour vous transmettre le soutien, la solidarité et la fraternité du président de la République du Mali, le professeur Dioncounda Traoré, du gouvernement et de tout le peuple malien. Je suis peiné de voir ces milliers de personnes qui ont quitté leur famille, laissant derrière elles troupeaux et champs. Je suis peiné de voir ces milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école et ne jouent plus au ballon. Quelle tristesse. Dans son allocution, Mme Traoré a exhorté la communauté à garder espoir. Elle demande à tous les Maliens d'être debout comme un seul homme derrière l'armée nationale. Je suis convaincu que les actions en cours menées par nos forces de défense et de sécurité, avec l'appui de la communauté internationale, viendront à bout, Inch'Allah. Mais ils auront besoin dans cette mission que nous considérons comme sacrée de votre solidarité et de l'accompagnement de tous les Maliens. La première dame n'est pas venue les mains vides. Tout en mettant un accent particulier sur la solidarité nigérienne, Mme Traoré a fait don de 5 millions de francs CFA aux réfugiés maliens du Niger. Elle a aussi offert 100 cartons de savon et 100 couvertures. Des dons qui seront partagés entre les différents sites qui comptent le pays. Je rappelle que la première dame est rentrée aujourd'hui de Niamey. La 19e session du comité d'orientation et de suivi de la gestion des activités aéronautiques nationales du Mali s'est tenue ce vendredi à l'Agence nationale de l'aviation civile, présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports. La rencontre vise
à examiner et à adopter les états financiers de l'exercice écoulé. Elle vise également à faire le point sur l'exploitation technique et les ressources humaines. Le reportage est de Daouda Sidiki Diara. Les effets collatéraux de la crise qui traverse notre pays affectent sérieusement les activités de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Les aéroports de Tombouctou et de Gao sont fermés pendant qu'on assiste à la baisse du trafic aérien sur tous les aéroports de notre pays. À cela, il faut ajouter la baisse des niveaux de sécurité et de sûreté sur les différentes plateformes aéroportières. Toutes ces différentes préoccupations seront débattues au cours de la 19e session du comité d'orientation et de suivi de la gestion des activités aéronautiques nationales du Mali. La session qui nous réunit va nous permettre, au-delà du budget 2013 qui va être examiné, et lequel budget qui se trouve malheureusement un peu en baisse de 7% par rapport au budget précédent, du fait des événements que nous connaissons. Et autour de ce budget, nous allons examiner et adopter les documents ci-après. Il s'agit de l'état d'exécution des résolutions et recommandations des sessions précédentes du comité, des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2011. Le ministre a également invité les administrateurs à réfléchir et à proposer des solutions concrètes afin de renforcer les mesures de sécurité et de sûreté sur nos plateformes aéroportières. En 5e région, le Cercle de Djenné vient d'apporter plus de 15 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. La remise de ce don à l'armée malienne a eu lieu en même temps que les dons des transporteurs fluviaux et de l'ordre des pharmaciens. C'était à la faveur d'une rencontre d'échange sur la stratégie de mobilisation de fonds au niveau de la région. Le reportage de Moustapha Doumbia. Ce sont 789 personnes déplacées dans 5 quartiers périphériques de la commune urbaine de Mopti qui étaient concernées par cette opération de distribution gratuite de vivres. Chacune d'elles a reçu une ration alimentaire de 20 jours composée essentiellement de riz, d'huile, de petits pois, de CSB et de sel. En cette période très critique, c'est le moment où qu'ils ont encore plus besoin des interventions. C'est pour cela que nous avons placé en fait cette intervention dans le cadre juste de l'exécution normale de nos activités. Les autorités régionales et les bénéficiaires très comblés trouvent en cette action un bel exemple d'assistance humanitaire. C'était des catastrophes. Mais heureusement, avec les partenaires, PAM, Kermali et GRAD, ils ont fait l'effort. Grâce à eux, aujourd'hui, on est vraiment satisfait. Ces partenaires le font depuis que la crise a commencé. Et au moment où il a failli avoir une recrudescence de cette crise, ils sont toujours restés à nos côtés pour nous assister, pour nous accompagner dans la prise en charge, n'est-ce pas, de ces populations déplacées. Cette opération de distribution gratuite des vivres est une partie intégrante du programme d'urgence d'aide humanitaire aux populations déplacées du Nord, initié par CARE International en partenariat avec le Programme alimentaire mondial et l'ONG GRAT comme partenaire d'exécution. Nous quittons Mopti pour Sikasso, où les éléments du commissariat de police du 1er arrondissement de Sikasso viennent de démanteler le réseau qui a longtemps causé des désagréments à la société malienne de l'eau potable et aux abonnés de Sikasso. En effet, les voleurs de compteurs ont été arrêtés, nous informe Sekou Konati. Ils sont 3, tous de nationalité malienne. Ces individus s'étaient spécialisés dans le vol des compteurs d'eau de la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP, représentation régionale de Sikasso. Déterminés à traquer les délinquants partout où ils se cachent, les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police du 1er arrondissement de Sikasso mettront la main sur Souley Sidibé, stagiaire à la SOMAGEP, cerveau du groupe. Au début du mois de janvier, nous avons enregistré ici un grand nombre de déclarations de vol de compteurs d'eau. Ensuite, la SOMAGES nous a saisi officiellement par une plainte. Donc, au vu de tout cela, nous avons commencé à intensifier les patrouilles
C'est ainsi que dans la nuit du samedi au dimanche, la patrouille dans le quartier de Wayerma est tombée sur cet individu en flagrant délit de vol. Il était en possession de 2 compteurs que nous avons saisis. Ensuite, au fil des enquêtes, on a découvert encore qu'il avait eu à voler d'autres compteurs au nombre de 11. Aboubakar Keïta, connu commerçant ambulant à travers la ville de Sikasso, et Enza Sogodogo, forgeron, sont les 2 receleurs dans le réseau. Mais pour quelle fin? C'est en réalité quand ils prennent les compteurs, ils détruisent complètement, ils cassent l'appareil et ils tirent les éléments qui sont à l'intérieur. Les éléments composants, il y en a plusieurs, il y a des métaux là-dedans. Nous ne sommes pas très sûrs de quelle utilisation les gens font. En cette période particulière pour notre pays, chaque citoyen se doit de participer pleinement à la sécurisation de nos villes. Chaque jour, chaque nuit, des jours comme des nuits, maintenant les patrouilles sont effectuées au niveau de tous les quartiers de la commune. L'appel que j'ai lancé à la police, c'est vraiment de continuer à nous aider par les informations, de ne pas céder à la panique et de ne pas aussi tomber dans l'exaction. Souley Sidibé, Aboubakar Keïta et Enza Sogodogo seront présentés au juge pour être définitivement fixés sur leur sort. Sport football, CAN Afrique du Sud 2013, pour le compte de la 2e journée démarrée cet après-midi dans le groupe C. La Zambie et le Nigeria ont fait match nul, 1 but partout. Juste après, en seconde heure, le Burkina Faso a réussi un festival offensif 4-0 sur l'Éthiopie. Restons en Afrique du Sud où la CAN 2013 est finie pour Sambou Yatabaré. Le milieu de terrain des Aigles a décidé de quitter ses coéquipiers pour, dit-il, un manque de considération à son égard. Il se plaindrait de son statut de remplaçant dans une formation malienne où, selon lui, il pourrait apporter plus. L'équipe nationale du Mali est partie aujourd'hui à Durban dans le même avion que son adversaire du dernier match de poule lundi, la République démocratique du Congo. Malgré la défaite contre le Ghana jeudi, les Aigles ont leur destin au bout de leur crampon. Les explications du sélectionneur Patrice Carteron sur le cas Yatabaré et le match contre la RDC. Il est au micro de Khalifa Namon Traoré. Bon, les joueurs ont été très déçus par cette défaite face au Ghana. On avait à cœur vraiment de hausser notre niveau de jeu pour rivaliser. On n'a pas réussi, il faut être lucide, il faut en tirer les enseignements. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'avant ce 3e match, on a toujours notre destin entre nos pieds, puisque le Congo a été tenu en échec par le Niger. Donc un nul nous qualifierait pour les quarts de finale, mais la réflexion elle est plus profonde. C'est, de mon point de vue, ce qu'on a montré sur les 2 premiers matchs n'est pas suffisant pour espérer être vraiment compétitif sur cette compétition. On a manqué de trop de choses dans trop de secteurs pour pouvoir rivaliser avec une équipe comme le Ghana. C'est bien de le savoir. Maintenant, il faut rapidement tirer les enseignements des 2 premiers matchs et se reprendre pour montrer autre chose. Vous avez parlé des bonnes nouvelles et également les bonnes nouvelles vont généralement avec les mauvaises. Le départ de Sambou Yatabaré, qu'est-ce qui s'est passé également? Écoutez, c'est dire que c'est une mauvaise nouvelle, c'est surtout le fait qu'il m'a fait part hier de son désir de quitter la sélection parce qu'il s'y sentait pas bien, pas heureux, parce que il a, selon lui, pas assez de temps de jeu. J'ai réuni les leaders et on a accepté son auto-exclusion de la sélection. C'est assez décevant parce que quand on fait déjà partie des 23 d'un pays, j'estime qu'il y a un devoir vis-à-vis du pays. Ça n'a pas été simple de faire ce choix-là. Maintenant, je préfère avoir 22 joueurs très motivés que 23 ou un qui se sent pas concerné par l'équipe nationale. Et oui, c'est dommage. En tout cas, bonne chance aux Aigles pour leur match face à la RDC. Demain, la CAN continue à 15h, Côte d'Ivoire, Tunisie et à 18h, Algérie, Togo. Des matchs à suivre en direct sur l'ORTM. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, retrouvez Mohamed Touré et Abbas Fambogouri Traoré pour votre émission Ligne de front.
Demain, à 13h, vous serez avec Mohamed Touré et à 20h30 avec Ibrahima Djambélé. À suivre également tout à l'heure le journal de la CAN avec Cheikh Amadou Barry. N'oubliez pas, l'info continue sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. Bonne soirée sur l'ORTM tout en ayant une pensée profonde pour nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire, c'est pour très bientôt. Merci et bonsoir.